dit si bien mon ami, ce monde m'apparaît comme un décor privé de vie. Un décor privé de vie. C'est exactement ça. La vie n'y est plus. Le cœur n'y est plus parce que la vie n'y est plus. Et ce qui rend la chose plus criante à mes yeux, c'est la lumière. La couleur de la lumière. Peut-être même plus encore la texture de la lumière. Est-ce qu'on peut dire ça ? L'impression reçue, l'impression. J'ai parlé 1000 fois de cette lumière. Elle est crue, mais elle est terne, plate, triste comme une lumière de néon, violente comme un éclairage public. Ces éclairages publics qui sont maintenant systématiquement à base de diodes. Et les diodes électroluminescentes, on en avait l'idée de quelque chose qui éclaire faiblement. Mais celles-ci sont très, très violentes. Le volume du son dans les équipements publics monte constamment. Et l'indice de luminosité aussi. En tout cas pour mes yeux, c'est clair. Je me dis que ça doit être moi parce que même la lumière naturelle me cause des désagréments. Naturelle ? Vraiment ? Elle est naturelle cette lumière ? C'est la lumière de l'été ? Vraiment ? Comme le dit si bien mon ami, ce monde m'apparaît comme un décor privé de vie. L'été ? C'est l'été ? Est-ce que c'est l'été ? Formellement oui, mais pour vous, c'est l'été ? Je regarde le ciel à travers la fenêtre. Un blanc bleuté d'un bleu plutôt gris, très très pâle. Et ces nuages qui diffusent une lumière blanche de soleil très violent. Soleil très violent, lumière très violente. J'arrive à peine à diriger mon regard, j'allais dire à le braquer sur le bas de ces petites formations moutonneuses. On m'a envoyé hier 2 images de quadrillages absolument stupéfiants. L'un aux abords du Luxembourg vers, Longwy, et l'autre en provenance de Normandie. C'est à peu près aussi vertigineux que les photos que je prenais et que je mettais en ligne, souvenez-vous, cet automne-hiver à la Montagna. On devrait refaire un concours, non ? Un concours d'images récentes. Allez, faisons ça. Faisons un concours d'images récentes, de quadrillages, etc. Mais je parlais de l'été et du soleil. Oui, parce que l'été, c'est la saison du soleil, avec tous les signes zodiacaux du soleil. Ah oui, on reparlera du zodiaque et de l'horoscope. On en parle tout le temps un petit peu. Non pas que ce soit faux, mais c'est un savoir d'initié. Un véritable savoir d'initié, c'est-à-dire que les initiés savent quelque chose de l'horoscope et du zodiaque et de tout ce qui est lié aux planètes et au cycle du temps que nous ne savons pas. Ils savent des choses en plus et ils s'en servent énormément. Cela m'est confirmé constamment. Par des gens qui en savent un petit peu plus long aussi, qui ont été confrontés à ça, disons. Alors c'est l'été, et une fois de plus, par rapport à l'été ou par rapport à l'absence de vie de ce monde qui n'en est plus un, enfin auquel je n'arrive plus à croire, parce que les lignes de temps se séparent, et quand je dis temps, ce sont les lignes de conscience, bien sûr, notre conscience au sein de l'espace-temps. Eh bien régulièrement on me demande, mais alors pourquoi tu refais pas de la musique, pourquoi... Ça, ce sont les gens que je fréquentais avant, quand jamais j'en croise un. Comme il y a quelques jours, mon ami danois, qui était au Festival des Sonneurs. Oui, festival de musique traditionnelle en Berry, centré autour principalement des instruments à bourdon que sont la cornemuse et la vielle. Bah oui, la vielle aussi a un bourdon. Et signe des temps, en déménageant, en étant chassé du petit village de Saint-Chartier et en se transportant dans le château d'Ars, eh bien Ars, oui, A-R-S, comme le curé d'Ars, Ars sans E bien sûr, c'est du français. Eh bien le festival a aussi perdu son nom, c'était un festival des années 70 de revivalisme de musique de tradition orale, enfin plus exactement de musique traditionnelle puisqu'il n'y a plus de tradition orale depuis bien longtemps en France. Les musiciens... qui jouent la musique de tradition orale désormais l'écrivent et sont des musiciens éduqués au conservatoire, donc qui lisent la musique. Donc plus des musiciens de tradition orale. Bref, ce festival des années 70 s'appelait le Festival des luthiers et des maîtres sonneurs, en hommage à George Sand et son livre. Oui, c'est le pays de George Sand, tout ça. Mais passons sur cet aspect des choses, luthier et maître sonneur.
Eh bien, des savoir-faire anciens et une dénomination à l'ancienne. Il s'appelle maintenant le son continu. Oui, c'est un jeu de mots. Le son, je vous rappelle que je vous rappelle que c'est un festival qui est dédié aux instruments et aux musiques à bourdon. Un bourdon, c'est une note continue qu'on joue, qui ne varie pas. Une seule note, quoi. Vous n'avez qu'à imaginer une cornemuse. Alors dans les cornemuses écossaises, il y a 2 bourdons, je crois, mais dans les cornemuses du centre, il y a un seul bourdon. Bref, une note continue qu'on joue pendant que... invariablement, pendant qu'on joue l'instrument. C'est-à-dire quand on souffle pour jouer des notes sur une cornemuse, on souffle dans le bourdon, donc une note continue. Et la vielle, c'est pareil, bien qu'on puisse retirer les bourdons, bien évidemment. Mais je digresse, nous parlerons de ça un autre jour s'il le faut. Ces instruments à bourdon, voilà. Donc le son continu, c'est un son continu. Et aussi le fait que le festival ait failli s'arrêter puisqu'il était interdit dans le village. Les villageois et autres ont fait en sorte que ça s'arrête. Mais bon, il y avait de bonnes raisons aussi. Il y avait toute une quantité de zonards invraisemblables dans le sillage de ce festival. Donc le festival continue. Donc le son du festival continue. Mais ce qu'on appelle le son maintenant, on ne dit pas la musique. D'ailleurs, la plupart de la musique enregistrée et de l'industrie musicale n'est pas de la musique. Non, moi, j'appelle pas ça de la musique. La musique, en plus, est censée être vivante et jouée par des... Comment dire ? La musique est émotionnelle, sentimentale, esthétique, profondément humaine. Elle a beaucoup d'autres caractéristiques. Elle est aussi mathématique. Mais quand elle n'est plus jouée que par des boucles programmées, pour moi c'est plus de la musique. C'est peut-être de la mathématique, mais c'est pas de la musique au sens humain de ce qu'on appelle la musique. Oui, c'est un débat, bien sûr, vous serez ou ne serez pas d'accord selon que vous-même vous êtes, compositeur de musique techno ou pas. Bref, le son continue. Du son. Et c'est vraiment ça. Du son, beaucoup de bruit, un niveau de bruit très fort, du son, et en continu. Signe des temps, on est passé du festival des luthiers et des maîtres sonneurs au son continu, tu sais quoi ? Ça dit tout. Donc cet ami était là-bas, et il était bien sûr enchanté. Oui, parce que lui, il est danois, mais il vit en Suède, et bref, il me prenait déjà pour une complotiste bien avant l'affaire qui nous a occupés pendant ces 4 ans. Et dont les développements se continuent jusqu'à présent. Enfin, cette affaire n'était qu'un épiphénomène dans un agenda beaucoup plus vaste. Bien sûr, ça, je ne peux pas lui en parler. Et ça fait partie de ces gens qui ne comprennent pas pourquoi je retourne pas en Suède, pourquoi je continue pas la musique. Et voilà, je peux plus parler à ces gens. Je peux pas leur dire, mais tu vois tout ce qui se passe dans le monde ? Parce qu'ils n'en ont pas la même lecture, parce que pour eux, tout va bien. Enfin, tout va pas tout à fait bien, mais pour des raisons de réchauffement climatique ou des crises économiques. C'est tout. Bah oui, c'est tout. Alors, je peux plus être en communication avec eux. Je ne sais même pas quoi leur dire pour qu'ils l'entendent. Parce que si je leur dis ma vérité, si je leur dis ce que je vois, que la lumière n'a plus de vie, que plus rien ne semble vivant et plus rien n'a de sens, une fois que l'on a vu sous la surface qu'est-ce qui se tramait vraiment, et où nous allons, tout le reste me paraît être du faire semblant. Si je lui dis ça, bien sûr, ça va le mettre très en colère. Et dans le meilleur des cas, il ne me comprendra pas. Alors que dire ? C'est à ça qu'on voit que les lignes spatio-temporelles se sont éloignées. La séparation des lignes de temps, ce sont les lignes de notre conscience qui se sont séparées. Les trajectoires sur lesquelles nous sommes, en termes d'expérimentation de la conscience, de l'espace-temps. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais dessiner 2 lignes qui sont sur 2 courbes différentes me paraît très très bien. Il y a ceux qui voient que la vie est difficile parce que tout augmente et que... Mais bon, ils continuent à faire des enfants, à se demander dans quelle école ils vont les mettre, et il faut bien faire les vaccins pour qu'ils soient acceptés, tout ça. Ok ? Et tout le reste, bien sûr. Pour eux, le soleil n'est pas plus blanc, la vie est plus dure, mais tout est normal.
Ou pas normal, hein, le gouvernement fait n'importe quoi, et bien sûr qu'on voit qu'on nous a menti ici et là, mais ces personnes-là croient encore au monde. Et puis il y a nous avons ouvert les yeux, plus ou moins, sur le fait que la réalité n'est peut-être pas ce qu'elle a l'air d'être, que le monde est pétri de symboles, et que des êtres qui sont voués à des forces que nous ne comprenons pas, en tout cas pas complètement, régissent les lois de ce plan. Je sais pas si j'ai pas laissé un bout de phrase en suspens. Les symboles qui sont partout sous forme de logos, donc de langage, de lois mathématiques, de logos publicitaires et tout ça. Ces symboles ont une fonction pratique pour nous. Ces symboles sont les barreaux de notre prison mentale. Ils nous déclenchent. Ils nous déclenchent peut-être mathématiquement parce que nous sommes des êtres mathématiques. Pas fondamentalement mathématiques. Peut-être que la mathématique, telle que nous la connaissons, l'appliquons, c'est la grille, le maillage dans lequel on tient notre conscience enfermée, ici-bas. Alors certes, la mathématique a sa beauté, les symboles ont leur beauté, mais gardons présent à l'esprit que toute beauté de ce plan est reliée à la prédation. Pas juste dans son cycle naturel, l'étage du dessus de la prédation. C'est la domination de forces invisibles sur l'espèce humaine, ou plus exactement sur la conscience humaine, parce que par espèce humaine, nous entendons tous les êtres d'apparence humaine. Mais nous faisons une grosse erreur. Il y a des êtres d'apparence humaine, plastiquement, qui ne sont pas du tout comparables à d'autres êtres d'apparence humaine plastiquement, mais qui pensent, ressentent, réfléchissent, réagissent d'une façon tout à fait différente. Il y a ceux qui sont chez eux dans ce monde. Vous savez, les lois du sang, l'argent, la fascination pour la technologie, le transhumanisme, qui pensent que tout est normal, qui sont sur la grande lancée de l'évolution telle qu'on la leur a apprise. Eh bien ceux-là, ils sont sur l'une des courbes. Ils filent à travers l'espace-temps. Depuis le Big Bang jusqu'au Big Bang prochain, j'en sais rien. Ou depuis le Big Bang jusqu'à l'infini. Ça commence par une paramécie, ça passe par les dinosaures, et ça arrive aux fusées Ariane. Apollo, pardon, bien sûr. Restant américain. Et puis il y a les autres. Ceux qui se situent à un point singulier de l'espace-temps. Au point zéro de la conscience. C'est-à-dire maintenant. Ici maintenant. Présent. Présent à l'instant présent. Ah oui, pour ça, faut se réveiller un petit peu. Mais il y a des surdoués de la chose, hein. Les artistes, certains d'entre eux en tout cas, cherchent dans l'art la façon de se relier à cet indicible, à cette chose qui nous échappe, mais qui nous appelle. Les mathématiciens aussi, ceux qui ont le sens de la beauté, bien sûr. Ou tout autre personnage qui cherche véritablement à se rapprocher de son soi. Bien sûr, il y a l'élan mystique, ou l'élan religieux, l'élan spirituel. Et il y a autant de pièges, la mystique, la religion, la spiritualité, la science et la technique, l'art. Tout ça, ce sont possiblement des pièges, car tout est piégé ici-bas. Tout est piégé, sauf notre âme, bien sûr. Notre âme est la boussole. Non pas toujours notre sensibilité, parce que nous prenons pour sensibilité ce qui n'est que pulsionnel souvent. Par exemple, les coups de foudre, ou les synchronicités. Et ils n'émanent pas du plan divin ou spirituel. Non, pas toujours. On le voit après coup, bien sûr. Les fortes pulsions, même amoureuses, surtout amoureuses et sexuelles, sont possiblement déclenchées à distance, ou déclenchées par des programmations personnelles avancées, ou des programmations de base. Alors ce que nous prenons pour de la sensibilité, de l'élévation spirituelle, souvent ce n'est que pulsionnel. Comment reconnaître alors ce qui est du plan divin, du plan supérieur,
du plan du soi, du plan fondamentalement naturel, vivant, et plus exactement de ceux qui émanent du plan de contrôle, et bien justement la stimulation. Et vous verrez que les êtres profondément attachés à ce plan raffolent des stimulations. Drogue, sport violent, télé, match de foot, nourriture en quantité, mais de faible qualité, et ainsi de suite. La stimulation, les sensations fortes, vous savez, y compris et surtout dans la sexualité, et à tout prix, ce qui amène forcément à un besoin de transgression. Mais oui, une fois qu'on a tout exploré, le mental ne s'y retrouve plus. Il n'est plus excité par les choses ordinaires. Il lui faut un peu plus. C'est cet un peu plus, le processus de transgression dont j'ai déjà parlé abondamment. Dans cet un peu plus de transgression, nous retrouvons la figure de Prométhée, la figure de Lucifer surtout. Ou disons, Prométhée, la figure acceptable de Lucifer. Lucifer le libérateur, celui qui te libère de tes chaînes, lâche-toi, jouis sans contrainte. Ah voilà alors. C'était donc ça. Oui, parce que pour survivre dans ce monde de contraintes, dans ce monde injuste, dont même les non-humains, les portails organiques sentent bien que c'est pas tout à fait ça, il faut des compensations. Et les compensations se font en sensations fortes. Les vrais messages de l'âme, en revanche, ne sont pas des sensations fortes, ne sont pas des expériences mystiques, violentes ou, comme j'aime à le dire assez souvent, spectaculaires. Non. Tout ce qui nous vient vraiment du royaume de l'âme est discret, sensible, comme un ami qui ne voudrait pas nous brusquer, qui attend que nous soyons prêts à entendre des vérités difficiles, qui soit prêt que nous soyons dans l'humeur adéquate pour découvrir la beauté d'un tableau. Peut-être un petit tableau, un tableau aux couleurs douces, quelque chose qui va nous demander un peu d'attention, beaucoup de disponibilité pour saisir vraiment toute la beauté, la poésie ou le message. En général, ce qui est le plus décisif, que ce soit dans la thérapie, dans les rencontres, dans l'amour même, n'est pas spectaculaire. Ce n'est que peu à peu que les effets très doux de notre prise de conscience, j'allais dire volontaire, mais c'est pas le mot, de la prise de conscience que nous étions prêts à recevoir à ce moment-là, que nous avons demandé, pour laquelle tout notre monde émotionnel est prêt sans qu'il y ait de gros chocs. Les effets des prises de conscience réelles sont délicats, profonds, s'inscrivent dans le temps et nous changent radicalement, en douceur pour le meilleur. À cela, nous reconnaissons les messages de l'âme. Les messages transmis par les messagers de l'âme, qu'ils soient de ce plan ou non, qui nous arrivent par le biais d'une lecture ou d'une conversation avec une personne vivante, ou d'une vision intérieure. C'est la douceur, la délicate sensibilité qui pour moi est la marque que ces choses émanent du royaume de l'âme. Il faut leur prêter l'oreille, une oreille attentive, une présence, réveillée, non pas sous l'emprise de l'alcool, de drogues récréatives qui nous font croire toujours que nous avons reçu des messages. Non, il faut faire un effort de présence, un effort pour être là. L'instant présent n'est pas spectaculaire. Il est fait en ce qui me concerne, et là, juste maintenant, d'une corbeille à linge, avec une serviette sale jetée dessus, une paire de chaussures qui n'a pas été rangée, et des sacs à course de cet ignoble matériau plastique, le tout devant un mur blanc. Et si je cesse de faire le net sur ce mur situé à 1,50 m de moi, que je refocalise sur ce qui est dans ma main, c'est un petit appareil noir, avec des diodes luminescentes rouges. Il n'y a aucune poésie là-dedans, aucune. Voici l'instant présent. Enfin bien sûr, ce n'est qu'une toute petite fraction. On entend les oiseaux et les cigales. Il y a des éclats de verdure lumineuse qui proviennent de la terrasse et de l'arbre un peu plus loin. Et il y a mon corps physique assis là sur le canapé, noir lui aussi.
Et il y a surtout vous. Non, vous n'êtes pas là. Mais à quoi servirait que je donne de la voix si vous n'étiez pas là? À m'écouter déjà. Bien qu'il s'écoule encore quelques heures ou quelques jours avant que l'enregistrement que je suis en train de faire dans l'instant présent ne vous parvienne, quand vous l'écouterez dans l'instant présent. Vous voyez, nous sommes déjà réunis. Nous sommes, vous et moi, là, ici, dans l'instant présent.